Bonjour à tous, bienvenue. Après l'évaluation des enseignants du primaire, évaluation boycottée il y a quelques mois par ces derniers, c'est le tour des enseignants du secondaire d'être évalués. Cela est prévu pour les 21 et 22 décembre prochains et déjà des protestations ont également commencé. Mais pour quelles raisons? Nous avons choisi aujourd'hui s'intéresser au sujet. Notre invité s'appelle Kojo Helin. Il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants et personnels administratifs du secondaire, syndicat membre de la COSI. Avec lui, nous aborderons aussi d'autres sujets concernant le sous-secteur de l'enseignement secondaire. Kojo Helin, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Rancet. Et pourquoi vous opposez-vous à l'évaluation, à cette évaluation des enseignants au secondaire? Bon, je salue les auditeurs de Soleil FM. Et je peux commencer par vous dire que nous ne nous opposons pas à une évaluation. Ah oui. Mais il faut remarquer que le système éducatif béninois a d'énormes problèmes, nous en avons conscience. Et c'est fort de ça là donc que nous ne pouvons pas nous opposer à une évaluation du système éducatif. Parce que lorsque nous prenons notre école aujourd'hui, tout le monde convient que la qualité ou le niveau de compétence des produits qui sortent de nos écoles, c'est même de nos universités, ne sont toujours pas le niveau souhaité. Donc le niveau il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément quelque chose à faire. Il y a forcément quelque chose qui ne marche pas encore dans notre système éducatif. Le ministère pensait que ça passe par l'évaluation. Oui, à ça en fait, ce que vous appelez opposition, qui n'en est en réalité pas une, à cette évaluation, c'est que nous constatons. Des évaluations ont été déjà faites par rapport en ce qui concerne le système éducatif béninois. Il y a eu les états généraux de l'éducation. Il y a eu les forats sur l'éducation nationale. Et ces assises nationales ont recommandé, ont proposé des solutions. Mais force est de constater que ces solutions préconisées par ces assises nationales, ayant regroupé des experts de très haut niveau, ces solutions ne sont pas du tout appliquées, ou pour celles qui le sont, ne l'ont été que très peu. Et on se lève à nouveau pour demander une nouvelle évaluation. Bon, tout porte à croire que dans notre pays, on doit aller d'évaluation en évaluation sans que jamais les résolutions issues des évaluations ne soient appliquées. En clair, celle préconisée aujourd'hui, celle envisagée, vous n'en voulez pas. Celle envisagée, nous n'en voulons pas, mais pas parce que nous n'en voulons pas de façon radicale, mais le mode à travers lequel on nous propose l'évaluation laisse à désirer. Parce que un enseignant, un formateur, on sait qu'il travaille dans une salle de classe, il a à charge des apprenants à qui il doit transmettre le savoir, qu'il doit aider à acquérir la connaissance. Et en tant que tel, pour l'évaluer, l'idéal est d'aller le voir à l'œuvre, puisqu'il y a l'adage qui dit c'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Donc il faut aller le voir à l'œuvre et non lui demander de venir faire une composition. Nous, on a trouvé que ce qui est proposé par le gouvernement, ou ce qui est décidé par le gouvernement, je pourrais même dire, est que chaque enseignant du secondaire doit venir subir des épreuves écrites. Dans la matière qu'il enseigne. Dans la matière qu'il enseigne et puis en culture générale. Ensuite, il fait objet d'un entretien. Il doit prendre part à un entretien devant un jury composé de professeurs d'université, d'inspecteurs de l'enseignement secondaire et probablement une épreuve orale. Une épreuve orale. Mais tout ça là, il n'y a rien qui permet de le voir en train de faire ce qu'il doit faire. Bon, nous trouvons qu'en réalité, dans notre pays, il y a des structures comme INIFRE CF, Institut national d'ingénierie, de formation et de renforcement des capacités de l'enseignement secondaire. On a la DIPIC, la Direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, qui sont là, qui ont l'expertise et qu'il faut mettre
à contribution pour donc identifier les vrais problèmes des enseignants, le vrai niveau des enseignants, et s'il y a des formations à leur faire, on pourra faire ces formations. Alors, lorsqu'on va voir un enseignant en situation de classe, s'il a des problèmes de communication, on le sait. S'il a des problèmes de méthodologie, également on le sait. Et s'il ne connaît pas même la notion, il n'a pas la connaissance, la base, le background scientifique nécessaire pour exercer le métier qu'il exerce, on le sait également. En fait, vous trouvez que ce mode d'évaluation n'est pas objectif, ne pourrait pas être englobant. Ne pourrait pas être englobant, ne pourra vraiment pas identifier les problèmes réels du système. Oui, mais Kodio Alain, vous avez admis tantôt qu'il y a quand même des problèmes dans l'enseignement secondaire. Vous êtes une partie du problème, vous, enseignant, mais en tant que malade, pour prendre cette image-là en tant que malade, est-ce au malade d'indiquer au médecin traitant comment le traiter? Bon, à défaut que le malade indique au médecin traitant comment il faut le traiter, le malade sait au moins, tout au moins, ce qu'il sent comme malaise, le problème qui se pose et qui fait qu'on l'appelle malade, il sait. Et il peut dire, il faut que le malade dise, j'ai mal au cœur, pour que le médecin dise, bon, je lui fais des prescriptions à tel niveau. Mais dans le cas d'espèce, nous trouvons totalement une évaluation écrite ne permettra absolument de rien apprécier. Maintenant, est-ce une telle évaluation n'évaluerait rien, absolument rien? Une telle évaluation ça va quand même déceler des insuffisances, ne serait-ce que, disons, le niveau de connaissance des enseignants, non? En matière de ce qu'ils enseignent. Bon, pas tellement. Je ne peux pas dire que ça ne va rien déceler. Peut-être un enseignant qui n'est pas bien cultivé, on pourra savoir que, bon, lui n'est pas cultivé. Il n'est pas suffisamment cultivé. Un enseignant qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il enseigne aussi, on peut savoir, non? À travers... Pas vraiment. Un enseignant qui n'a pas la maîtrise de ce qu'il enseigne, il faut aller le voir en situation de classe. Les élèves lui posent des questions qu'il n'a pas prévues et il répond. On le voit dans la méthodologie, dans la démarche. Sur l'épreuve écrite, ce sont des questions aussi. Sur l'épreuve écrite, bon, pas grand-chose. Une épreuve de 2 heures ne permettra pas de trouver grand-chose. Et donc, nous voyons que l'idéal serait donc d'aller voir les enseignants en situation de classe pour apprécier leur niveau de maîtrise de ce qu'ils font. Et là, c'est englobant tous les aspects du métier seront appréciés à partir de sa visite de classe. Vous êtes syndicaliste. Est-ce que ça veut dire que votre avis n'a pas été pris en compte avant? Non. Notre avis n'a pas été pris en compte. Ce n'est qu'à la suite de la réaction que nous, syndicats membres de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, ce n'est qu'à la suite de notre réaction qui a demandé aux enseignants de boycotter cette évaluation qui est organisée par le ministère sans avoir pris langue avec les organisations syndicales à ce sujet. À ce jour, est-ce seulement la COSI seule qui demande de boycotter? Non, il y a d'autres organisations qui ont réagi. Il y a d'autres centrales. Il y a d'autres centrales qui ont réagi et qui ont appelé aussi à boycotter. Il y a d'autres syndicats de base qui ont également réagi, appelant donc à boycotter. Donc vous appelez après être monté au créneau. Donc après que nous ayons demandé que les collègues boycottent, le ministre a réagi et a convoqué un conseil sectoriel extraordinaire qui a eu lieu le jeudi dernier au lycée technique Koulibaly. Et au cours de ce conseil, nous avons eu droit donc à l'exposé de ce que le gouvernement veut faire, selon le ministre. Mais dans l'ensemble, je mets tout le monde au défi, quiconque au défi, de me prouver le contraire. Tous les syndicats présents ont demandé au ministre tout au moins de reporter l'évaluation. Parce que si elle doit se tenir les 21 et 22 décembre 2018, qu'il y aura problème. Et quel problème il devrait y avoir? Quel problème il devrait y avoir, par exemple? Je prends même au niveau administratif. Je ne parle pas de nos syndicats d'abord. Actuellement,
l'IGM, l'inspection générale du ministère, est en formation avec les collègues sur le terrain. Et ces formations vont durer jusqu'au jeudi prochain. Donc, les mêmes enseignants qui sont attendus dans les salles d'évaluation sont en même temps en formation parce qu'ils sont surveillants, parce qu'ils sont censeurs, parce qu'ils sont comptables ou directeurs de ce jeu. Ils sont en formation. Déjà, ça pose problème. Ce ne sont pas des conditions normales pour être évalués. Mais vous voulez évaluer quelqu'un, il faut quand même que la personne révise. Et vous l'occupez à une autre tâche jusqu'au jour même de la formation et vous allez lui demander de venir composer pour vous produire quoi. Donc nous trouvons qu'il y a un problème. Et lorsque je prends encore les responsables syndicaux et les directeurs départementaux, nous sommes à l'OCOSA à partir de demain, non à partir de ce soir, pour notre session ordinaire du Conseil sectoriel pour le dialogue social. Or, les directeurs départementaux devraient être sur le terrain en train de préparer l'évaluation. Tous les 12 se retrouvent à l'OCOSA avec le DEC, avec tous les responsables des structures du ministère, dans le cadre du dialogue social. Nous trouvons que les conditions ne sont pas réunies, ne sont pas du tout réunies, même au niveau administratif, pour qu'il y ait évaluation. Maintenant, pour ce qui concerne nous enseignants, nous syndicalistes, il y a des faits qui amènent les enseignants à douter en réalité de la bonne foi de ce qui leur est dit. Ah bon, comment? Parce que nous voilà dans un état où, je prends mon ministre, qui a dit à un moment donné, le gouvernement pense compenser la défalcation des enseignants. Bon, pas rétrocéder, mais il a dit une compensation. Parce que pendant la dernière grève des enseignants, le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, ministre de la fonction publique Adidjatou Matisse, ministre de l'enseignement secondaire Kapouma Union, nous ont rencontré organisations syndicales à la tour administrative, à Cotonou. Et dans tout le débat qui a été fait, il n'est pas question qu'on ne défaque pas les salaires des enseignants. Et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a même fredonné une chanson. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Bon. Les salaires ont été défalqués, comme ils ont voulu. Par la suite, la grève a pris fin. Et nous, enseignants, un calendrier a été réaménagé et imposé, parce que nous, au secondaire, on n'a pris part à aucun réarrangement de calendrier scolaire. Il a été réarrangé et ça nous a été imposé. Et nous avons été contraints à faire le rallonge de l'année, à venir donc reprendre le travail qu'on n'avait pas fait pendant le temps de grève. Donc, nos vacances ont été écourtées. On nous a pris une bonne partie de nos vacances pour faire le travail que nous avions laissé pendant le temps de grève. Et donc, la même chanson, la logique de la même chanson fredonnée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane voudrait donc, puisque le travail est désormais fait, qu'on paie le salaire. Mais jusqu'à ce jour, rien n'a été fait. Le ministre, je vais même dire les ministres, que ce soit des enseignements maternels et primaires ou des enseignements secondaires, nous avaient rassuré, nous syndicalistes, à un moment donné, que le gouvernement est dans la dynamique de payer alors le temps de travail supplémentaire que nous étions amenés à faire après la grève, pour donc permettre que l'année scolaire soit validée. Et ce, avant la rentrée scolaire. Nous avons effectué la rentrée, ça fait plusieurs mois, mais rien n'est fait. Le gouvernement ne dit rien, les ministres non plus ne disent rien. Bon, lorsque vous parlez aux gens, en tant qu'autorité, vous leur donnez votre parole, et la parole n'est pas respectée, il y a de quoi s'inquiéter.
En dehors de... Oui, mais Oui. là-dessus, quelle est votre crainte exactement? Est-ce par vengeance que vous vous comportez ainsi, vous refusez l'évaluation, ou parce que vous ne savez pas à quoi va aboutir l'évaluation elle-même? Oui, il y a la crainte. Bon, la vengeance, pas question. Il n'est pas question, nous sommes entre nous, on ne peut pas venger comme ça. Mais lorsque le ministre dit l'évaluation, c'est juste pour faire une rémédiation, pour réajuster ce qui ne va pas bien. Nous lui avons dit, nous avons des réserves, parce que il y a seulement quelques mois, dans cette année 2018, des ministres ont dit, et devant les médias, qu'on doit dégraisser la fonction publique. Et qu'il y a des gens qui ont été recrutés sur étude de dossier. On fait référence là au Oui. reversé, Au aux anciens reversement, reversés. oui. En fait, c'est un recrutement sur étude de dossier qui a été fait. Et qu'il faut enlever au moins 15 000. Un audit a été commandité On va se départir de 15 000 de enseignants. 15 000 enseignants. Il faut donc licencier au moins 15 000. Bon, pas seulement enseignants. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de cette histoire de reversement, que j'appelle recrutement par étude de dossier, ce n'est pas en fait spécifique à l'enseignement. Il y en a dans la santé. Le gros contingent, c'est tout de même l'enseignement. Oui, le gros contingent, c'est pour l'enseignement parce que bon, le système éducatif, c'est l'un des secteurs qui absorbe plus de personnel. Donc, il y en a dans tous les ministères, à la présidence, dans toutes les institutions de l'État. Parce que, au moment où il y avait le programme d'ajustement structurel, les recrutements étaient interdits, il n'y en avait plus. Et au moment même où on a repris les recrutements, c'est 5, c'est 10, c'est 2. Donc, à un moment donné, il n'y avait plus de personnel dans les structures de l'État. Ou c'est les occasionnels qu'on utilisait. Nous, on a été utilisés pendant plusieurs années en tant que contractuels locaux parce qu'il n'y avait plus d'enseignants dans les classes. Mais, ayant le profil, ayant fait l'université, en attendant les concours, on faisait ça et on nous dit un jour, bon, puisque vous êtes déjà expérimenté, on vous prend et vous devenez contractuel de l'État. Et donc, dans le groupe de ceux-là, il est envisagé donc que 15 000 doivent être sortis parce qu'on ne sait pas comment l'effectif a évolué pour atteindre ce niveau. Or, pour ce même dossier, l'IGE, l'Inspection générale de l'État, dirigée par M. l'inspecteur Alidou Koussé, avait fait un travail là-dessus pour fouiller suffisamment les dossiers où il y a eu des faux diplômés qui ont été identifiés et licenciés. Il y a eu des gens qui ont manipulé les actes administratifs pour se faire prendre, qui ont été licenciés. Et donc, si peut-être il doit avoir encore des faussaires dans le rang de ces travailleurs, c'est peut-être les gens qui auraient bénéficié de la couverture des hommes politiques pour une raison ou une autre et qui n'auraient peut-être pas été identifiés par Alidou, par l'équipe de l'IGE d'entretemps. Donc nous trouvons, lorsque les gens vous disent qu'il y a au moins 15 000 qu'on doit sortir, on est là, l'audit a eu lieu et nous sommes toujours dans l'attente des résultats de ce audit. Mais déjà, les indiscrétions nous font... L'audit de quoi? Du reversement. Du reversement. Du reversement a eu lieu. Et déjà, les indiscrétions font état que toutes les bases de données n'ont pas été prises en compte. Parce que dans un premier temps, le président Yahi Boni, en prenant la décision le 31 décembre 2007, c'était pour tous ceux qui sont en fonction à ce jour-là, sans être agents de l'État, mais qui sont au service de l'État, sans qu'on ne les paye. D'autres reçoivent juste des tickets valeurs. C'est des trucs maudits qu'on payait à tout le monde. Et pourtant, on travaillait pour l'État en ce moment. Donc, que tous ceux qui étaient là soient pris. Ensuite, il y avait eu un recensement, 1 an avant cette décision,
Donc, certains cadres ont voulu recourir à cette base de données qu'on a appelée la liste alpha. Il y a eu des réactions, on a dit mais attention, ce n'est pas ce qui a été dit premièrement, c'est que tous ceux qui sont là, en train de servir l'État, sans être fonctionnaires, c'est tout cela qu'on doit prendre. Donc, la situation a été encore corrigée pour que tout cela soit pris en compte. Et donc, ça fait 2 bases de données qui devaient être prises en compte, mais les indications nous ont fait état d'une seule base de données prises en compte. La base de données, la liste alpha. La liste alpha. Donc, la liste alpha qui date donc de janvier-février 2007, alors que la décision est prise le 31 décembre 2007, donc de février 2007 à décembre 2007, tous ceux que l'administration a encore pris et qu'ils utilisaient sont en difficulté vis-à-vis donc de l'audit qu'ils sont en train de faire ou qu'ils ont fait, parce que nous avons les indiscrétions de sources concordantes. Lorsque la situation est comme ça, et tout le monde attend la sortie des résultats de l'audit pour apprécier, et que on dit bon, venez, on va vous évaluer pour voir comment vous êtes compétent. Bon. Le ministre en plus, le ministre Kako, dans son développement le jeudi dernier, au cours donc de notre Assemblée Générale extraordinaire, et s'est suffisamment appesanti sur la situation des reversés. Un peu comme c'est le reversement qui est le véritable problème du pays. Bon, nous lui avons répondu sur place que ce n'est pas vrai, parce que les résultats scolaires n'étaient pas autrement meilleurs qu'avant le reversement. Et encore que les reversés intervenaient en tant que vacataires sous contrat local, tout ça là, depuis longtemps, avant même qu'on ne dise qu'on les mette agents de l'État. Alors, ça laisse un peu croire que c'est une question de jalousie à mon avis. Aujourd'hui, on a plus de 42 000 vacataires dans nos classes, contre à peine 11 000 agents de l'État au niveau des lycées et des collèges. Plus de 42 000 vacataires pour moins de 11 000 agents de l'État. Personne n'a jusque-là pitié des vacataires. Est-ce qu'il passe 4, 5, 6 mois sans rien percevoir? Ça n'intéresse personne. Mais on attend, on exige de rendement. Ils doivent être à l'école à l'heure. Ils doivent corriger les copies, les rendre à l'heure. Attends, ils doivent faire ci, ils doivent faire ça. Mais si un jour on dit, ils deviennent agents de l'État, on trouve qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils ne sont pas bons. Enfin, c'est exactement la situation dans laquelle les reversés de 2008, les agents contractuels d'État de 2008 se sont retrouvés. Parce que d'autres parmi nous ont fait 10, 15, 20 ans à traîner sans situation. Mais toujours à servir l'école. On n'a pas trouvé qu'ils faisaient de mauvaises prestations en ce moment. Mais c'est maintenant que leur situation a été stabilisée par un gouvernement, par l'État, et ils ont commencé donc par évoluer dans une carrière contre subitement que c'est pas bien. Mais est-ce que ce n'est pas 2 situations différentes? Est-ce que ce n'est pas 2 situations à distinguer en principe, l'évaluation et le problème que vous posez, disons, celui donc des enseignants reversés? Alors, les 2 situations s'imbriquent en fait. Parce que l'audit a produit un résultat. Et nous savons tous que, avec plus de 10 ans de service et dans l'administration publique, même dans une structure privée, ce n'est pas facile de remercier quelqu'un parce qu'il aurait été mal recruté. Alors, la loi permet aujourd'hui qu'on évalue les travailleurs, qu'on les évalue, et la loi va même plus loin et permet même que l'employeur, à la suite de l'évaluation, s'il juge l'employé incompétent pour poursuivre ses services, il peut donc le remercier. L'employé peut être licencié. Donc, dans la tête de plusieurs de nos collègues, est-ce que ce n'est pas toujours leur problème de réduction des effectifs qui les amène à vouloir évaluer et profiter maintenant pour dire il y a telle personne, on ne peut pas continuer avec eux parce qu'ils sont incompétents. Donc, en fait, ça fait partie
des réticences des enseignants. En fait, nous n'avons jamais dit que nous sommes très bien formés, que nous n'avons jamais besoin d'un apport. La preuve est que si vous prenez les motions de grève, depuis que le président Talon est arrivé au pouvoir, toutes les grèves qu'il y a eu dans l'éducation, il y a toujours en première ou en deuxième position les revendications liées à la formation. Nous réclamons qu'on nous envoie en formation pour améliorer nos compétences, pour que notre niveau de qualification soit meilleur. Donc, nous avons conscience qu'il nous faut de formation, mais une évaluation dans le contexte actuel nécessite que le ministre communique plus ou que le gouvernement rassure les travailleurs sur les tenants et aboutissants. Surtout après la menace de licenciement de 15 000 agents. Oui. Mais est-ce qu'à la séance du jeudi dernier, vous en avez discuté avec le ministre? Oui, nous en avons discuté. Le ministre, il n'a vraiment pas évolué dans sa position. Pour lui, l'évaluation doit avoir lieu. Selon ce mode, on doit aller à un écrit et puis passer un entretien oral et ça doit se tenir les 21 et 22 décembre 2018. Tout ce qu'il a dit tourne autour de ça. Bon, nous on lui a dit, monsieur le ministre, cette histoire, pour que on ne gaspille pas les ressources, les maigres ressources de notre pays, mérite que vous observez une pause et que vous communiquez mieux autour du dossier afin que l'adhésion soit totale et que, en allant se faire évaluer, que les gens n'aient pas la peur, mais qu'ils soient rassurés que ils vont, à la suite de cette évaluation, avoir un niveau de qualification amélioré parce qu'ils vont suivre des formations de remédiation. Et aujourd'hui, quelle est la plus grosse assurance que vous attendez quand on vous dise qu'à l'issue de l'évaluation, on ne va pas licencier certains? Oui, la plus grosse assurance, c'est qu'à la suite de l'évaluation, qu'il n'y aura pas de licenciement. Parce que aussi, il faut le dire, plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest devaient faire l'évaluation de leur système éducatif. Le premier à le faire, c'est le Niger. Le Niger l'a fait. Et à la suite de cette évaluation, il y a eu des licenciements. Vous craignez ce précédent? Bon, je dis, mais si vous êtes 4 dans la sous-région, devant aller à une évaluation, le premier qui l'a fait a licencié. Vous autres, vous dites quoi? Donc on a besoin, et il paraît, selon certaines informations, qu'il y a eu des évaluations au port récemment, et aussi au port, il y a eu des licenciements après l'évaluation. Et lorsque le truc se passe comme ça dans le pays, souffrez que les gens ne fassent plus suffisamment confiance à l'autorité. Et donc, dans ces conditions, je pense, pour la bonne marche des choses, l'autorité doit prendre un peu de recul, mieux communiquer, pour avoir l'adhésion totale autour du projet. Parce que si l'école béninoise marche bien, c'est pour mon bien, c'est pour votre bien, c'est pour le bien du ministre, c'est pour le bien de tous. Oui, mais jusqu'où êtes-vous fort aujourd'hui dans ce contexte-là où la grève vous êtes enlevé comme un moyen de revendication? Jusqu'où êtes-vous sûr de pouvoir imposer ce que vous voulez au ministre, de pouvoir le faire plier? Bon, la grève est un moyen de pression qui nous est enlevé, mais nous n'avons pas encore dit aussi notre dernier mot. Parce que par rapport à ça, il y a les institutions internationales qui sont habilitées à trancher la question du genre. Et nous trouvons que c'est une violation des conventions internationales ratifiées par le Bénin. Et donc, les confédérations, notamment la COSI Bénin à laquelle j'appartiens, va saisir le Bureau international du travail, cela c'est sûr, pour que le Bureau international du travail nous dise si c'est nous qui sommes en erreur ou si c'est le gouvernement qui a mal fait. Mais nous sommes convaincus qu'il n'est pas possible qu'on dise que le nombre de jours de grève est tant dans un pays démocratique. Donc, par rapport à la limitation, ou à la suppression du droit de grève, là, ça là, c'est un débat qui reste entier. Mais en attendant que le BIT tranche dans son avis, il a l'évaluation ici qui vous est imposée aujourd'hui.
L'évaluation nous est imposée, mais je ne sais pas si le gouvernement enverra la police républicaine chercher chaque enseignant de chez lui pour la recomposer. Mais il a des sanctions si vous résistez, non? Aussi. Bon, une mort collective n'est jamais difficile, hein? Il n'y a pas de problème. Si le gouvernement va sanctionner tous les enseignants, fermer les classes d'abord, recruter de nouveau, aller les former pour les remettre dans les classes, on verra bien. Oui, mais comment êtes-vous sûr que vous allez pouvoir mobiliser tout le monde autour de ce boycott? Non, nous avons notre stratégie et puis c'est des questions donc de stratégie qui ne se dévoilent pas aux antennes. Nous avons notre stratégie et nous sommes convaincus que, en tout cas, 21-22, que ça ne marchera pas. 21-22, si je me trompe, c'est vendredi et samedi prochain. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'une négociation avant la date? Non, nous sommes restés totalement ouverts. Nous sommes restés totalement ouverts. Et vous devez constater d'ailleurs dans tout ce que je dis, je n'ai pas dit jamais il y aura d'évaluation au Bénin. Tout ce que nous disons, c'est que le mode choisi pour l'évaluation ne nous paraît pas pertinent, ne nous semble pas adapté à la réalité de l'école. Et si on regardait, disons, le calendrier, ce qui est prévu pour cette évaluation, si on regardait les évaluations, donc les 21-22 prochains, et qu'on complétait, on accédait, n'est-ce pas, à ce complément que vous demandez, l'évaluation en situation de classe? Même par rapport aux dates 21-22, je vous ai dit tout à l'heure, l'inspection générale du ministère est en train d'occuper... C'est le ministère qui organise l'administration. Oui. Il peut y avoir une solution par rapport à ça. Que nos collègues ne vont pas composer, c'est ça? Je ne sais pas, mais il peut y avoir une solution. On peut s'asseoir peut-être à ces formations qui ont cours actuellement. Bon, nous le souhaitons aussi, c'est le cas. Maintenant, les responsables syndicaux, avec tous les cadres du ministère, se retrouvent à l'OCOSA jusqu'à la veille de la formation, de l'évaluation. Eux ne sont pas appelés à composer, à se faire évaluer. Eux n'ont pas besoin de révision. Mais nous trouvons que même au niveau de l'administration, il y a un problème. Ils ne sont pas prêts. Et tout ce qui va être fait dans ces conditions, je parie, ça va être du gaspillage où on aura à reprendre encore. Et pour ne pas, je ne sais pas si ça coûte quelque chose au gouvernement de décaler de quelques semaines le temps de mieux préparer l'évaluation, le temps de mieux rassurer les travailleurs pour qu'ils y aillent librement sans qu'il n'y ait de crainte. J'avais parlé donc de ce précédent, l'évaluation au ministère donc, de l'enseignement primaire. Qu'est-ce qui ressemble à votre cas, à votre situation, à ce précédent, l'évaluation des enseignants du primaire? Oui, ce précédent aussi fait partie des éléments qui fondent votre refus. Qui fondent, non pas refus, mais qui font de la réticence ici. Parce que les instituteurs, les collègues, les camarades instituteurs ont été appelés à une évaluation. Et ils s'y sont rendus librement et dans l'allégresse. Librement, vous avez dit? Oui. On avait suivi, il y avait aussi ce vent de boycott. Non, premièrement, il n'y a pas eu de problème. Premièrement, les gens ont été. À la suite de l'évaluation, il paraît les résultats étaient très bons. Où il y aurait eu plus de 95% de réussite, quelque chose comme ça. Et le gouvernement décide de faire reprendre l'évaluation. Mais pour quelle raison? Comme s'il n'avait pas atteint son objectif? Comme s'il n'avait pas atteint son objectif. Et les collègues, les camarades ont dit, mais vous avez dit évaluation, nous nous sommes soumis, on a été, on a fait ce qu'on a pu. Vous-même, vous avez trouvé que le travail était bon. Et pourquoi vous me demandez de revenir? Est-ce à dire que on doit forcément échouer avant que vous ne soyez satisfait? Si c'est ça, là, nous ne vient plus. Et les épreuves proposées pour la seconde évaluation ont été conçues pour faire échouer. Pour faire échouer, il faut le dire aussi. Pour faire échouer. Parce que mathématiques, on avait dit aux gens, on va vous interroger sur des trucs que vous enseignez à vos apprenants. Donc, de CI ou bien de la maternelle au CM2. Mais on a donné de mathématiques bien dosées. Où il faut être fort en mathématiques. Même élève en troisième, là, il faut être bien fort en mathématiques pour trancher ça. Et on sait qu'on a recruté la plupart de ces instituteurs à niveau BEPC. Mais on leur donne des gens qui ont fait 10, 15, 20 ans
Donc, On leur donne 10, 15, 20 ans d'oubli de ces mathématiques. donc des mathématiques qui ne font plus, on leur donne des mathématiques là bien dosées. Je dis bien. Donc c'est comme si on veut forcément que les gens échouent pour dire quelque chose. Et donc on a dit, mais si on avait fait ça là-bas, alors que nous on a quitté l'université, le minimum c'est 10 ans. Sinon c'est 15, 20 ans et plus, on a quitté l'université. Même nos professeurs, la plupart de ceux qui nous faisaient les cours en ce moment-là, sont déjà à la retraite. Il y a eu d'autres professeurs recrutés à leur place et les cours ont même changé. Mais si on va les voir aujourd'hui, on leur prend le cours qu'ils font aujourd'hui, que nous on n'a jamais suivi. On nous amène. On dira quoi? Donc il y a aussi cette crainte-là qui fait que je trouve que le gouvernement a besoin de communiquer. Et à l'enseignement sur ce primaire, est-ce que vous avez pris les nouvelles? Comment ça s'est réglé finalement? Non, la question n'est pas tranchée parce que le Conseil des ministres du mercredi, je crois mercredi 12, a bien dit qu'il y aura reprise. Mercredi dernier. Mercredi dernier, qu'il y aura reprise de l'évaluation des instituteurs. Mais en temps, on n'avait pas sanctionné les enseignants qui ont boycotté. Non, il n'y avait pas eu de sanction. Il n'y avait pas eu de sanction. Et ça également, ça vous rassure un peu, ça vous donne un peu de force, n'est-ce pas? Bon, ce n'est pas que ça nous donne un peu de force, mais on est sûr que, bon, si on nous dit, on vous punit, et puis, bon, peut-être on vous radie tous, ce n'est pas compliqué. On saura que peut-être ce qui devait arriver, c'est ce qu'ils voulaient faire, et nous demander de venir. Kodjo, on va aborder d'autres problèmes du sous-secteur donc de l'enseignement secondaire. Je l'annonçais, à part, disons, le problème donc de qualification des enseignants qui veulent être évalués de cette manière. Vous, en tant que syndicaliste, pour parler ainsi, quel est le plus grand problème auquel le sous-secteur soit confronté en ce moment? Non, le sous-secteur est confronté à un très grand problème qui n'est pas... En fait, les problèmes que nous vivons aujourd'hui, ce ne sont pas des problèmes créés spécialement par le régime en place. Problème de manque d'enseignants, d'infrastructures, tout ce que nous avons de formation, tout ça. C'est un héritage des autres régimes. Ce n'est pas le président Talon qui les a créés. C'est des problèmes qui existaient et qu'il est venu trouver, comme d'autres aussi étaient venus trouver d'autres problèmes. Maintenant, le problème qui est spécifique à lui, qui existait, et qu'on croyait finir avec son arrivée, mais qui persiste, c'est la politisation à outrance de l'école. Ah bon? De l'administration scolaire. De l'administration scolaire. Ça là, ce problème demeure entier, ou a même pris de l'ampleur. Et ça a pris quelle forme sous Patrice Talon? Bon, la forme que ce problème a n'est pas différente de celle qu'il avait. Les nominations, les mutations sont faites selon le bon vouloir des partenaires politiques. Oui. Un maire dans une localité, un député, qui est en mesure de dire, ce directeur, puisque ce chef d'établissement, puisqu'il n'accepte pas m'accompagner politiquement, ou bien j'ai quelqu'un qui m'accompagne politiquement, qu'il faut positionner, donc il faut l'enlever pour mettre mon élément, même s'il n'a commis aucune faute. Ça là n'a pas cessé. Tel enseignant dans ma localité et mettre les bâtons dans les roues politiquement. Donc il faut les dégager pour que j'ai la paix. Ça là n'a pas cessé. Et lorsque l'enseignant est convaincu qu'on l'a pris de paracoup, on est venu le déposer à Kétou pour le punir pour des raisons politiques, quel que soit son niveau de compétence, il ne peut pas produire de bons résultats. Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. Et l'état des choses, je peux même vous dire, le comble cette année a été constaté à certains niveaux. Ah oui, vous avez des exemples? Bien sûr. Allez-y. Je prends la commune de Cleucamin. Un individu, ça j'en réponds, un individu proche d'un député a menacé des collègues.
vous, je vais vous faire ça. Toi, tu es censeur, je vais te faire ça. Je vais t'enlever de ton poste, tu iras au nord. Je parle du département du Koufo. Du Koufo. Effectivement, les mutations sont sorties. Ils se sont retrouvés comme prévu, comme l'a prévu la menace. Ils se sont retrouvés effectivement tous dans des localités du Septentrion. La menace a été mise en exécution. La menace a été mise en exécution. Personnellement, nous avons informé le ministre. J'ai personnellement informé le ministre pour dire, bon, ça, ce n'est pas bien. Un vil individu ne peut pas menacer ses collègues. Et ça va se faire exactement comme cet individu l'a dit. Cet individu qui a menacé a été muté par le ministre. Certainement, le ministre s'est senti touché dans son amour propre. Il s'est certainement senti dribblé ou trahi par un partenaire politique. Donc, il a enlevé l'intéressé qui est envoyé dans les collines. L'intéressé allait prendre service. Tout d'abord, il a refusé de prendre service. Il est allé finalement prendre service. Et la semaine qui a suivi, une nouvelle mutation le ramène encore dans sa localité. À son ancien poste. Pas à son ancien poste, pas poste pour poste, mais dans sa localité. Tout dans Koulekame. Il avait été muté par nécessité de service pour quitter Koulekame pour aller dans les collines. Mais est-ce à dire que la nécessité de service là a disparu? On l'a ramené. Ça, c'est une preuve de la politisation à outrance du système éducatif au niveau du secondaire. Je peux vous dire, il y a un collègue, je peux même citer son nom, qui a eu 5 mutations. 5 mutations? Oui. En une année? En une année. Parce que le collègue, dans son établissement, il y a un problème de mobilier, où les élèves étaient assis, certains étaient assis par terre, et il a pris la photo qu'il a mise sur les réseaux sociaux pour dire qu'il y a des difficultés dans tel établissement. Il a été menacé, et cette année déjà, il a eu 5 mutations. Quelle année? Cette année scolaire en cours. Il a eu 5 mutations. Les 5 mutations, comment ça peut se faire ça? Oui, mais on le mute d'un poste A à un poste B, tantôt de poste B à un poste C, on le ramène au poste B, on dit non, on le ramène à un autre poste D. Mais est-ce que... Oui, mais ce que vous dites... oui, je peux vous dire... Ça peut paraître une fiction si vous le Non, je vous dis ceci. Il s'agit très bien du collègue, du camarade, Segbedi Camille, qui a pris des photos au CEG, le plateau, pendant que les élèves étaient dans Abomey-Calavi, qui a pris la photo des élèves assis par terre en train de travailler, parce qu'il y a problème de mobilier dans l'établissement. Il a reçu une demande d'explication pour avoir publié de pareilles photos, et l'année scolaire terminée, il a reçu 5 mutations d'intervalle de 3 mois. Voilà comment le sous-secteur est géré. Je me demande si c'est le ministre lui-même qui fait ça, parce que c'est quand même un professeur titulaire. Et le parcours pour atteindre ce rang mérite respect. Donc je me dis... Vous pensez que ça répond du ministre ou c'est plutôt son entourage? Je me dis peut-être que c'est son entourage. Je me dis que c'est peut-être son entourage qui, fabrique le truc comme ça. Et sinon, je ne peux pas comprendre que quelqu'un de ce rang dirige un ministère et qu'il se passe des choses comme ça. Mais je peux vous donner un autre exemple encore. Où, là, c'est comme si on veut écraser tous ceux qui vont dire « je ne peux pas ». Je ne peux pas faire votre volonté, donc je dois être écrasé. On a nommé des gens qui, compte tenu de la pression exercée par l'administration sur eux, tellement de courriers, tellement d'exigences, qui ont écrit pour dire, pour telle ou telle raison,
j'aimerais continuer par enseigner en situation, pas travailler en situation de classe. Je ne veux plus de l'administration, je ne veux plus figurer dans le personnel de l'administration. Je ne veux plus être directeur de CEG. Je ne veux plus être censeur. Je ne veux plus être surveillant. Pour certains, on ne répond même pas à leurs demandes. Or, c'est une fonction délicate. Pour certains, on ne répond même pas à leurs demandes. On les oublie, on prend seulement des pauses, on les ignore. Et pour un cas, le cas le plus qui m'a le plus gêné, je peux aussi appeler le nom du collègue. C'est un professeur de physique. C'est un professeur adjoint de physique, titulaire d'une maîtrise en sciences physiques pures. Il était en poste au CEG 1 de Boïcon, nommé dans le zoo. Il est nommé surveillant général adjoint au CEG 1 de Didja, qui a écrit pour dire, pour mon âge, je suis encore jeune, j'ai de l'énergie, et je suis physicien, la pénurie de professeurs de physique est criable. J'aimerais que vous me permettiez, monsieur le ministre, de continuer en situation de classe, si possible, dans tel ou tel CEG. Plusieurs CEG cités, bon, l'autorité pourra lui choisir un si l'autorité veut. Mais comme pour décourager à jamais tous ceux qui auront envie de quitter le poste administratif, alors qu'on les a nommés, et à l'encontre des tests, là aussi il faut le dire, les mutations ne doivent pas intervenir après la rentrée. La loi portant orientation de l'éducation nationale a bien dit, c'est 1 mois avant la rentrée, il faut que ça sorte. Mais le collègue a déjà inscrit ses enfants à l'école et tout est déjà fait, ses enfants ont commencé normalement déjà les cours. La dernière nomination et mutation sortie par le ministre, on le prend de Didja, on le dépose dans la commune de Banikwara. Comme quoi, si vous dites que vous ne voulez pas servir dans l'administration, on vous fera voir de toutes les couleurs. Donc de Didja, en pleine année scolaire... En pleine année scolaire de Didja, on le prend, on l'envoie à Banikwara. Et je peux même vous dire, sur le titre de mutation, on n'a même pas mis ce jeu, on a écrit seulement le nom de la localité. Ce qui montre tout le caractère que revêt cette mutation. C'est comme, au lieu de mettre CEG ou CEG1 Ekpe, on le prend, dit, bon, surveillant général au CEG Tidja, allez le trouver au collège. On met Ekpe. Ce qui montre que ce n'est pas un travail technique qui est fait, mais c'est juste en guise de repli. Il s'agit bien du collègue Azokota Germain. Et beaucoup d'autres ont demandé à quitter les postes. On ne l'a pas fait. Et bon, d'autres ont envie de quitter, mais n'ont pas le courage parce qu'ils ont peur des représailles. Justement, dans le cadre de la préparation de cette émission, une des revenues, c'est des pressions inutiles sur le personnel administratif scolaire, que ce soit, comme l'avait dit, directeur, censeur, surveillant. Ça prend quelle forme, ces pressions? Oui, ces pressions est caractérisée surtout par tellement d'informations, de courriers qu'on demande aux administratifs. Et lorsqu'on envoie un courrier, on vous donne une semaine, ça c'est bon. Vous avez le temps de vous organiser pour le faire. Le courrier peut venir un vendredi après-midi, on vous dit on veut la réponse avant lundi. Vendredi après-midi. On vous dit on veut la réponse avant lundi. Mais vous mettez votre week-end pour le faire. Ou le courrier vient un matin, on dit la réponse est attendue par WhatsApp avant 17h. Et le courrier peut vous demander d'aller fouiller dans les archives ou de prendre des informations chez tous les professeurs, alors que dans le système du secondaire, tout le monde n'a pas cours tous les jours.
Un peu comme dans le cadre de, comment on appelle, histoire d'évaluation là. On a demandé la liste des vacataires qui veulent composer. Quelqu'un qui a fini déjà, un vacataire qui a cours lundi et vendredi dans le CEG, il a fini le cours de lundi, il est déjà parti. L'information est arrivée après. Et le courrier doit être déposé avant vendredi. Puis il y a des vacataires qui sont rapprochés de nous pour dire, ah, moi je suis venu au cours le vendredi, on m'a dit qu'il y a eu un courrier comme ça, les gens ont rempli, c'est parti. Qu'est-ce que vous avez dit? Bon, rapprochez-vous des directions départementales pour voir si elles peuvent faire quelque chose pour vous. Donc, les gens sont de façon permanente stressés. Ce qui fait que beaucoup démissionnent. Il y a tellement de démissions depuis un moment. Les gens sont de façon permanente sous pression. Ils démissionnent, on refuse de les relever. Est-ce que ça a changé par rapport à ce qui se faisait sous Boni Yayi? Non, ce qui se faisait sous Boni Yayi, il n'y avait pas beaucoup de courriers WhatsApp. Ah oui? Il n'y avait pas beaucoup de courriers WhatsApp sous Boni Yayi. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de courriers WhatsApp qu'on envoie. Tout est urgent. Ah oui, mais comment ça se fait les courriers WhatsApp dans l'administration? Bon, si vous faites bien de poser la question, on vous envoie une fiche par WhatsApp ou une note de service qu'on envoie aux gens et le délai en même temps est inscrit. Vous répondez à cette fiche-là et vous nous retournez ça au plus grand tard à midi ou au plus grand tard demain à 17h. Et peut-être il faut réunir tous les professeurs intervenants dans la maison, avoir leurs données personnelles, tout ça là, et répondre au courrier. Ce qui fait que de moins en moins les gens ont envie d'aller dans l'administration scolaire. En tout cas, pour la plupart des jeunes, la plupart des jeunes n'aiment plus trop tel que les gens avaient de l'engouement pour y aller. Mais le travail est encore plus stressant, plus compliqué là-bas qu'être en situation de classe. Donc, il vaut mieux s'occuper alors de la craie et de ses élèves que d'aller s'asseoir dans un bureau quelque part. Vous avez parlé tantôt de pénurie d'enseignants. Est-ce que vous prenez, même du secondaire, vous prenez les nouvelles du primaire? Il y a ce arrêté qui vient comme pour accentuer les choses, cet arrêté qui interdit désormais de recruter d'enseignants, que l'administration scolaire elle-même recrute d'enseignants. Bon, ce courrier qui interdit aux parents d'élèves de recruter des enseignants au niveau local, bon, à l'enseignement primaire, je trouve que c'est totalement, je ne vais pas dire absurde, mais j'ai de la peine à comprendre cette décision du ministre des enseignements maternels et primaires. Parce que au secondaire, que l'on veuille pas, ça se poursuit. Les vacataires, c'est de la même nature. On continue d'utiliser les vacataires. Et je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que l'école peut elle-même recruter les vacataires? Et il faut réglementer, c'est tout. Sinon, c'est les CEG qui continuent. On recrute et on régularise. Non, c'est les CEG, nos collèges et lycées, qui continuent de recruter les vacataires. Sous le ministre Lucien Kokou, il y a eu une amélioration parce qu'il y a désormais une commission départementale qui s'occupe des dossiers, qui juge vraiment la qualification des gens avant qu'ils ne soient recrutés. Donc, le niveau de clientélisme a sérieusement baissé dans le recrutement des enseignants vacataires au niveau de l'enseignement secondaire. Et donc, du moment où ces enseignants occasionnels continuent d'intervenir dans nos lycées et collèges publics, la pénurie est au secondaire, elle est également au primaire. Et le problème au primaire est qu'un maître s'occupe d'une classe. Pendant qu'au secondaire, ce n'est pas le cas. C'est plusieurs enseignants qui s'occupent de la même classe et le même enseignant s'occupe de plusieurs classes. Au niveau du primaire, pour notre compréhension, le ministre aurait pu prendre des dispositions pour réglementer le recrutement d'enseignants qu'on appelait autrefois communautaires, parce que c'est la communauté elle-même qui recrute pour s'occuper de la formation des apprenants. Donc, le ministre aurait pu prendre des actes pour réglementer et clarifier comment doit se faire l'usage de ces enseignants communautaires à la base. Parce que il y a plusieurs écoles dans notre pays
qui souffrent de pénurie. Je rentre dans la commune d'Agmaïzou. Vous avez des exemples concrets? On peut en citer. Oui, allez-y. On peut en citer. Et à l'EPP de Fonly, dans l'arrondissement de Sahel à Bigo, il y a pénurie. Il y a au moins 2 à 3 enseignants qui manquent là. Pour une école de combien de classes? De 6 groupes pédagogiques, ils sont 3. Oui, peut-être même que c'est un des meilleurs cas parce que... C'est un des meilleurs cas, bien sûr. On dit dans certaines écoles qu'il a 2 enseignants pour 6 groupes. 2 enseignants pour 6 groupes. Classes, oui. Bon, je me dis, autant, puisque nous sommes tous conscients que nous n'avons pas de grandes ressources dans nos pays. Nous n'avons pas de grandes richesses. Ou du moins, c'est ce que les politiciens nous ont dit. Et que l'État ne pourra donc pas pourvoir en enseignant qualifier toutes les classes aujourd'hui. C'est ce que les politiciens nous ont dit. Non, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Maintenant, que les communautés disent, nous avons 6 classes, ce sont nos enfants, ce sont les citoyens béninois. Puisque l'État ne peut pas le faire, alors nous apportons un appui à l'État en recrutant des gens de la localité qui ont quand même le niveau requis pour le travail et nous cotisons pour les payer. Je trouve que c'est une aide qui est portée à l'État et ce que le ministre a à faire dans ces conditions, c'est peut-être de clarifier comment il faut le faire, quels sont les profils à recruter, qu'est-ce qu'il faut payer et comment le faire. Et pour combien de temps. Si le ministre le faisait, je trouverais que c'est beaucoup plus pour la bonne marche des choses. Sinon on dit, ne recrutez pas. Maintenant, les enfants sont sans enseignants. Et finalement, ils vont devenir quoi? Et mieux, en fin d'année, où les enfants qui sont peut-être au C1 aujourd'hui, qui n'ont pas d'enseignants, ou au CP aujourd'hui, qui n'ont pas d'enseignants, parce qu'il y a 2 enseignants pour 6 classes, vont se retrouver au CM2. Ils iront au CEP, et on va décharger un directeur parce qu'il aurait fait de mauvais résultats. Alors que ce n'est pas lui qui n'a pas doté les écoles d'enseignants. Donc je trouve que le ministre, il est passé à côté. Il aurait pu dire autre chose que d'interdire l'utilisation de ces enseignants communautaires. Alors, Kodjorin, cette émission se fait avec les auditeurs qui à l'instant peuvent nous appeler au numéro habituel, le 66 75 72 72 ou le 64 44 02 44. Nous avons le tout premier auditeur en ligne, non, me dit le technicien Edgar Nyankadia, 66 75 72 72, le 64 44 02 44. Il est en ligne. Bonjour. Oui, monsieur Vigile. Bonjour. Bonjour. Oui. Toussaint Wane Edou. Oui, allez à vos questions, Toussaint. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Wanilou. Oui, j'ai 2 questions pour vous. Oui. Vous venez de dire tout à l'heure que le ministre a fait erreur en interdisant la cotisation des parents pour payer les enseignants communautaires. Oui. Je vous dis, un papa qui n'a même pas 5 francs, je dis 5 francs à donner à son enfant pour le matin pour que son enfant aille à l'école. Et qu'à la fin de chaque mois, on réclame à cet enfant 1500 francs. Et que, compte tenu de ces 1500 francs, l'enfant, bien qu'étant un enfant doué d'intelligence, laisse les bancs à cause de ces 1500 francs. Là, quel est alors le tort de cet enfant pour ne pas aller à l'école? Est-ce à dire qu'il faut faire participer les parents alors que les parents n'ont pas la même capacité et que le gouvernement juge aujourd'hui pour dire non, niet, mettez tous les enfants au même niveau de diapason. Maintenant, que je vous pose comme question, les enfants peuvent laisser les bancs à cause de la cotisation ou bien on laisse les enfants dans l'école avec le peu de moyens que nous avons. Deuxième question, cher invité. Oui. Vous êtes en train d'aller contre l'évaluation des enseignants, telle que l'a fait les enseignants primaires. Quand les résultats scolaires de la fin de chaque année tombent,
nous, les parents que nous sommes, nous crions pour nous le nom de l'État. L'État. Et on demande à l'État de trouver une solution à ce problème. Mais au niveau de l'administration, je pense bien que nous avons des cadres compétents pétris en la matière. Mais suite à cette étude, ils ont décidé maintenant de juger, de faire la comment je vais dire, de voir le niveau des enseignants d'abord, ceux qui veulent éduquer les enfants. Est-ce qu'ils sont pétris vraiment d'expérience? Maintenant, aujourd'hui, vous allez contre. Maintenant, le résultat de la fin d'année, à qui cela, la responsabilité sera imputé. Comment je vais dire, le mot me manque pour m'exprimer. Oui, en tout cas, vous avez compris. Chers frères syndicalistes, moi, je vous conseillerais d'accepter l'évaluation et que le peuple va viser. Toussaint Oualendou, je vous remercie. Merci à vous aussi. Nous prenons le deuxième auditeur. Bonjour. Oui, c'est ça, on fait bonjour. Bonjour. Je vais donner renseigner de Sénégal avec Bagon. Oui, allez-y, Dieu donné. J'ai failli m'inviter. Oui. Pour m'inviter, la première. Monsieur l'invité, Oui. Boni a Patrice Talon, le chef des deux gouvernements, a semblé améliorer un tant soit peu la condition de vie des enseignants pour le citer ces deux gouvernements. La deuxième question. Mais il n'y a jamais métier, ni au Niger, ni au Gabon. J'entends souvent dire que les conditions de vie des enseignants de ces deux pays, qui sont cités, sont étant des pays francophones, sembleraient être enviables, tandis que celui de mon pays traîne des années dans la misère. Pourquoi une telle chose? La troisième et dernière question pour finir. Que faire si je suis de l'administration? Au collège de filles, lorsqu'on m'envoie un courrier WhatsApp et que je ne suis pas connecté avant le jour de la réponse. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous. Merci à vous. Nous prenons le troisième auditeur. Bonjour. 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 Oui, votre nom, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom. Zachary Eguneti. Oui. Monsieur le journaliste, je vais d'abord quitter le collègue qui est sur votre plateau. Et je pense. Veuillez diminuer le volume de votre pause, s'il vous plaît. Ça peut aller? Oui, allez-y. Bon, monsieur l'invité. Oui, monsieur Kounetti. Par rapport au contexte que nous vivons, je pense que vous auriez mieux fait d'éclairer la lanterne de tout le monde par rapport à la situation d'évaluation. Lorsque vous voulez évaluer, c'est après une formation. L'évaluation suit la formation. Il est question de défendre cette thèse-là. Et l'évaluation se fait sur le contenu de formation pour une efficacité, pour une remédiation. Dans le cas des tests, à quoi allons-nous assister? C'est ce qu'il fallait défendre sur ce plateau. Former, puis évaluer. Évaluer pour remédier. Comment ça va se passer? C'est ça. Aucun enseignant ne peut dire qu'il n'est pas prêt à l'innovation. Déjà que sur le terrain, il y a des mécanismes d'évaluation continue des enseignants. Les CP sont là, les AE sont là, les institutions sont des pour des visites de classe. C'est déjà des systèmes d'évaluation. La présente évaluation va conduire à quoi? Sur quel contenu de formation veut-on évaluer? A-t-on formé pour évaluer? C'est la question fondamentale ça, que vous devez venir défendre ici. Merci. Bon dimanche à vous. Nous prenons le quatrième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur Amassé. Bonjour, monsieur. C'est Youbé Atiogbe. Oui, allez-y, monsieur Atiogbe. Salut, camarade. Camarade, salut. Ok. C'est Youbé Atiogbe, enseignant à la retraite et instructeur syndical à la COSI Bénin. Merci, oui. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi on ne veut pas suivre les principes qui existent. On veut toujours l'extraordinaire. Les enseignants n'ont jamais refusé d'être évalués. Ceux qui parlent là sans rien comprendre, qu'ils le sachent. Il y a plusieurs systèmes d'évaluation qui existent déjà. Au niveau de l'établissement, les enseignants peuvent être évalués. Quelqu'un l'a dit, les animateurs d'établissement sont là, le directeur est là, le censeur est là.
Et il y a le conseil consultatif qui note chaque enseignant. Et l'enseignant qui a moins de 12 est interpellé. On fait un rapport sur lui, il est interpellé par la hiérarchie. Les conseils pédagogiques sont là. Ils peuvent venir faire la visite de classe. Les inspecteurs sont là. Voilà les manières, le système par lequel on évalue les enseignants. Le diplôme académique, ils l'ont déjà. Pourquoi les faire asseoir pour dire qu'ils vont composer? On peut les soumettre à des séminaires, à des séances de formation. C'est tout à fait normal. Mais la manière dont on procède là, ça peut susciter des interrogations. On peut se poser des questions. Voilà. Et moi, peut-être parce qu'ils ont essayé de restreindre la liberté de grève, c'est pour cela, contre la Convention 87-98 de l'OIT, là, il y a problème. Ils vont répondre à un moment donné. Donc, moi, je demande à ceux qui sont là actuellement de respecter la procédure. La procédure existe. Et les enseignants n'ont jamais refusé d'être évalués. Merci à vous, Hubert Atiobé, pour votre lumière. Nous prenons le 5e auditeur. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct, votre nom. Il est parti. Un autre s'installe. Le 5e, enfin, bonjour. Oui, bonjour monsieur Vigile Avancé. Bonjour monsieur. Sébastien Yonrossou, je m'appelle. Oui. Oui, écoutez, les syndicalistes, ils n'ont pas refusé l'évaluation, mais quelque chose a été déjà fait et ça, on n'a pas donné les résultats. Voilà, on annonce encore quelque chose. C'est ça qui est confus dans les têtes. Moi, ma question, et vous les enseignants, comment vous voyez le système éducatif béninois aujourd'hui? Parce que nous avons l'impression qu'on met la charrue devant les bœufs. Voilà. Ma question est de savoir, et on a refusé aux enseignants, ou bien aux parents d'élèves de recruter des enseignants communautaires appelés les vacataires pour pouvoir servir, alors qu'il n'y a pas d'effectifs suffisants dans des écoles. Nous n'avons pas des enseignants dans des écoles. Voilà, on a refusé de prendre. Qu'allons-vous faire? Quel sera le résultat à la fin d'année dans une école où il a le directeur, il a 6 classes et on trouve 4 enseignants ou 3 enseignants et vous ne réagissez pas? Deuxième question, est-ce que la formation des formateurs, les enseignants se forment aujourd'hui parce qu'en temps, il avait une formation pour les enseignants. Est-ce que cela continue toujours? Et pour finir, qu'est-ce que le gouvernement vous doit en matière de lutte et des primes que vous avez réclamées en temps pour les grèves et vous avez cessé les grèves? Est-ce que vous êtes déjà satisfait aujourd'hui pour que l'année prochaine, il n'y a pas encore grève? Mais d'ailleurs, la grève vous a été retirée déjà, je ne sais pas. Répondez à ces mes questions. Sébastien Yonrossou, bonne émission à vous. Merci. Nous prenons le 6e auditeur. Bonjour. Bonjour. Oui, monsieur Vigile Avancé, bonjour. Bonjour, monsieur. Anselmo Pinguer, je vous appelle depuis Calavi. Oui. Je salue votre invité. Oui, bonjour, monsieur Pinguer. Ok. J'ai 2 questions à vous poser. La première, à la lueur où vont les choses aujourd'hui au Bénin, est-ce que le lendemain serait meilleur au niveau de l'éducation? Est-ce que nous pouvons avoir le lendemain meilleur au niveau de l'éducation? Deuxième sujet, nous avons appris qu'il y a des enseignants, plus de 50, qui ont volé encore de riz. Comment ça s'est passé? Est-ce que le conseil de discipline a été fait? Est-ce que ces enseignants ont été écoutés? Malheureusement, nous avons vu leur nom cité par l'autorité. Ils ont cité les noms de ces enseignants-là. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer ces enseignants que leur nom a été cité? Comment les choses s'est passé? D'accord.
Quand j'entends cela dans mon pays, ça me fait mal. D'accord. C'est tout ce que j'ai à demander. Je vous remercie. Merci à vous aussi et bon dimanche. Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'était auditeur. Oui, c'est Adamo Kifouli. Oui, allez-y, monsieur Kifouli. Merci, monsieur Vigile. Je tiens d'abord à remercier votre invité, puisqu'il est réellement imprégné des choses éducatives. Mais c'est juste un complément pour ce qui concerne au niveau primaire et pour les enseignants communautaires. Je pense que le communiqué qui était sorti, c'est juste pour encadrer la chose. Puisqu'on n'a jamais, le ministre même est revenu là-dessus. Il y a eu la semaine dernière des explications. On n'a jamais demandé à ce que l'on recrute les enseignants déjà recrutés. C'est pour cadrer un peu la chose, puisqu'il y a des abus à des endroits donnés. C'est quand même on a demandé qu'il y ait un commun accord avec les parents d'élèves et les directeurs d'école pour recruter, pour que l'on fasse une demande au ministre, pour que le ministre soit informé. C'est juste cette précision et je pense bien que votre invité a abordé la question. Donc, ceux qui l'ont fait, on leur a déjà demandé à ceux qui reprennent les enseignants communautaires qui ont été recrutés dans les écoles primaires. Le ministre même est venu là-dessus et on nous a expliqué au niveau des sécurités scolaires qu'on n'a jamais demandé aux directeurs et aux parents. Puisque l'école est l'école de la communauté. La communauté doit investir dans l'école puisque l'État seul ne peut pas tout faire. Donc, on n'a jamais demandé de renvoyer les enseignants communautaires. Merci. Merci à vous, Adamo Kifouli, pour ces précisions. Nous allons prendre le 8e et tout dernier auditeur. Bonjour. Allô. Oui, votre nom. Bonjour, monsieur Virgile. Bonjour, monsieur. Oui, Gabriel Katouatita. Allez-y, monsieur Gabriel Katouatita. Oui, par rapport au sujet, moi je pense qu'il ne faudrait pas que nous nous trompons. Tout est d'abord question de génération. On ne peut pas dire, on ne peut pas comparer la génération d'enseignants d'aujourd'hui à celle d'il y a 30 ans, 40 ans, 25 ans. Pareil dans tous les secteurs d'activité de notre pays. Qu'on aille à la police, à la gendarmerie, quand vous comparez génération par génération, il y a toujours une nuance. Donc, en parlant de résultats, moi je pense que le gouvernement serait mieux d'organiser des recyclages pour ces enseignants-là. Il y a recyclage. Les 15 000 enseignants en cause sont des Béninois, non? Si on les renvoie, c'est des problèmes pour nous au Bénin. Moi, je préférerais que les fonds consacrés pour qu'ils aillent composer, on consacre ces fonds-là pour leur recyclage. Qu'on les reforme périodiquement et qu'on a les inspecteurs en situation de classe pour les redresser, étant donné que c'est une base concrète qu'on les a recrutés. Quand nous parlons de BPC ou de BAC, mais quand vous recrutez quelqu'un et que vous faites le contraire, c'est définitif. Et ce n'est pas ce que l'État veut, que le gouvernement patiente. Consacre ces fonds-là à leur recyclage, à leur formation. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour votre coup de cœur, Gabriel Katouatita. Nous allons revenir dans ce studio et vous laisser la parole, Kodjo Alain, donner des réponses à ces différentes questions, les questions des auditeurs. Oui, je vais commencer par le tout dernier pour dire qu'effectivement, chaque génération se plaint toujours de celle qui la suit. C'est humain, c'est toujours comme ça dans tous les pays, donc il n'y a rien de surprenant lorsque on dit qu'il ne pourra même pas avoir de comparaison entre les enseignants d'il y a 30 ans et ceux d'aujourd'hui. Parce que chaque génération trouve toujours que celle qui la suit ne fait pas les choses comme elle l'entend. Donc, c'est naturel. Maintenant, en ce qui concerne les recyclages, voilà l'un des points sur lesquels nous avons attiré l'attention de notre ministre. Parce qu'au moment où on avait commencé par enseigner, tous les ans, il y avait des formations de recyclage systématiques qui se faisaient à la veille des rentrées ou au lendemain des rentrées. Pour donc permettre à chaque enseignant de se mettre à niveau. Et puis au cours de ces formations, il y a des échanges qui se font. Ce que quelqu'un n'a pas compris, il arrive à bien le comprendre et puis ça se faisait. Mais depuis plusieurs années, ces formations de recyclage ont presque totalement disparu. Ou c'est parfois des groupes ciblés qui sont appelés pour suivre juste une formation de quelques jours, puis c'est fini. Alors que c'était à l'intention de tout le monde, vacataires et agents de l'État.
pour permettre que tout le monde soit au même niveau d'information pour bien amorcer l'année scolaire qui venait de commencer. Et pourquoi ça a été arrêté? Bon, seules les autorités au niveau ministériel peuvent répondre à ça. Ça a été arrêté sous le régime Patrice Talon? Non, avant même le régime Patrice Talon, ça ne se faisait plus. Comme cela se devait. Ça ne se faisait plus. Donc, c'est pourquoi je disais que les problèmes ne sont pas en fait des problèmes liés à la personne qui est aux affaires forcément. Ben bon, elle est là et elle doit pouvoir quand même les résoudre. Parce que c'est elle que nous avons élue pour gérer le pays. Donc, c'est bizarre. Donc, par rapport aux instituteurs, enseignants communautaires, bon, je suis heureux que M. Kifouli ait apporté la clarification. Que donc le ministre n'a pas refusé systématiquement, sinon il est revenu sur sa note de service qui avait interdit. Donc, il est venu repréciser que l'école appartient donc à la communauté et s'il n'y a pas d'enseignants, il faut que la communauté puisse accompagner l'État. Mais il faut qu'il soit informé. Il faut qu'il soit informé, ça là c'est normal. C'est pourquoi il disait que ce qu'il avait à faire, c'est de recadrer et de définir comment ça doit se faire pour que les bases soient bien claires. Et je pense même que le gouvernement doit commencer par voir, tel que le gouvernement met des subventions en place pour payer les enseignants vacataires qui interviennent au niveau du secondaire, on doit voir dans quelle mesure les communautés doivent cesser de souscrire pour payer ces enseignants communautaires, mais qu'ils soient traités un peu comme les vacataires le sont au secondaire. Et puis, puisqu'on en parle, les vacataires ne crient plus. Apparemment, tout le monde est servi. Tout le monde ils ont commencé par percevoir ça, il faut aussi le dire. Et puis bon, là, il faut féliciter le ministre Capo et le ministre Ouadaï, parce qu'on constate désormais qu'il y a une certaine célérité dans le traitement de leurs émoluments. Parce que les gens ont déjà commencé par percevoir le mois de novembre, et puis des informations reçues de sources concordantes, dignes de foi, c'est qu'ils vont percevoir le mois de décembre avant les fêtes. Donc on trouve que là, c'est des efforts qui sont faits et qu'il faut féliciter, les encourager à faire mieux. Et bon, entre le président Boniaï et le président Talon, qui a amélioré les conditions des enseignants, bon, je pense que en réalité, il n'y a pas un régime mauvais. Où tout est mauvais en un régime, il n'y en a pas. Chaque régime vient avec ses qualités et ses défauts. Le président Yahya a fait 10 ans, on a vu ce qu'il a fait. Bon, il y a eu sous lui, il y a eu le revêtement parce qu'il avait la chance. Et ces années d'exercice du pouvoir coïncidaient avec les années des grands départs à la retraite. Ce qui avait créé de très grands vides, ce qui lui avait aussi laissé beaucoup de mal de manœuvre pour recruter beaucoup d'enseignants, dont nous. Au même moment sous le président Yahi, nous avons connu l'allocation d'incitation de 25% qui a été indexée par la suite, et puis on a eu un second 25% dans le statut particulier en 2015 avant son départ. Le président Talon est là, il est en train de faire, il a fait moins de 3 ans encore, et nous gardons espoir qu'il fera mieux que son prédécesseur. Donc vous n'avez pas encore dit ce qu'il a fait aux enseignants? Oui, c'est ce que je dis, que nous gardons espoir. Parce que jusque-là, il y a des arrêtés d'application de notre statut particulier qui sont là. Qui sont attendus. Ils ont promis les prendre. On ne les a pas encore eus. Il y a des problèmes de formation qui attendent. Il n'a pas encore envoyé des gens qui sont en attente de formation. Donc, on a grand espoir qu'il pourra le faire et qu'il fera mieux que son prédécesseur, parce que c'est seulement à cette condition qu'on dira qu'on avance. Si celui qui vient va faire moins que celui qui est parti, c'est qu'on a reculé. Il faut attendre la fin pour comparer. Pourtant, il demande encore une autre comparaison. La Côte d'Ivoire, c'est meilleur pour les enseignants, pareil au Gabon, et pourquoi pas au Bénin? Bon, en fait, c'est des choix politiques. Et tout ce que nous faisons, nous n'avons pas peur de vue que c'est les hommes politiques qui décident de faire telle ou telle option. Et lorsque le président décide, ou lorsque le président décidera d'améliorer les conditions, il le fera. Mais tant qu'on sera dans la situation actuelle, où, il faut aussi le dire, bon, moi je n'ai pas peur de dire, la plupart des enseignants se retrouvent en difficulté financière avant la fin du mois, avant l'arrivée de notre salaire. Ça, c'est la faute à qui? Mais c'est l'État qui paie le salaire. Et l'inflation, c'est l'État qui la gère aussi dans le pays.
Lorsque un enseignant se retrouve dans Cotonou, où le loyer est ce que nous connaissons, avec son salaire, où il utilise près de la moitié du salaire pour payer le loyer, bon, il ne peut qu'avoir des difficultés avant la fin du mois. Et si tout ça doit être canalisé, c'est l'État. Si le salaire doit connaître d'amélioration, c'est l'État. Les gens sont en attente que leur indice réel leur soit payé. Vous êtes peut-être à un indice X, mais on continue de vous payer X-3. Vous déposez le dossier, rien n'aboutit, on ne vous dit rien, puis vous êtes là, vous avez des rappels en attente, on ne vous dit rien, et puis tout est comme ça. Je crois que c'est le gouvernement seul qui pourra donc on vous nous aider. aussi que même si vous gagnez le double de votre salaire, l'amélioration n'est jamais là. Non, il y a d'amélioration quand même. Je ne peux pas dire qu'au moment où j'étais chômeur, j'étais vacataire, que par rapport à aujourd'hui, que ma situation n'a pas évolué. Mes problèmes d'hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous avez d'autres problèmes aujourd'hui? J'ai d'autres problèmes aujourd'hui. Et cette question, toujours de donner entre nous, il demande si on doit recevoir des courriers par WhatsApp et que vous n'êtes pas connecté, qu'est-ce que vous faites? Ah, bon, moi je ne suis pas administratif, je ne suis pas dans l'administration scolaire, mais ce que mes militants me racontent parfois, c'est qu'ils sont bien chauffés. D'autres reçoivent des demandes d'explication pour n'avoir pas répondu au courrier à temps. Les courriers WhatsApp? Oui. Oui. Ils reçoivent des demandes d'explication parce qu'ils n'étaient pas connectés au moment où le courrier était envoyé. Et puis bon, il n'a pas répondu dans le temps. Mais pourquoi toi tu n'as pas répondu alors que tout le monde a répondu? On le fout une demande d'explication. Il doit pouvoir s'expliquer. Oui, mais est-ce qu'après le courrier WhatsApp, il a des courriers, disons, de la forme normale? Normale, oui. Pas la procédure normale qui vient? Oui. Oui. On vient régulariser après? Qui vient. Il y a pas la procédure normale qui vient après. En fait, je ne sais pas comment, au niveau du... J'ai l'impression que c'est au niveau du secrétaire général du ministère que le problème se pose en fait. C'est l'impression que j'ai. Ou j'ai l'impression qu'on ne coordonne pas bien les données, ou on est parfois même surpris qu'on devrait avoir telle information sur le personnel enseignant alors qu'on ne l'a pas eu. Et le délai peut-être pour la mettre à la disposition de la présidence est déjà là. Et puis bon, on saute sur les gens et puis à la hâte, tout le monde commence à courir dans tous les sens. Vous avez écouté le développement de Zachary Gouletti, il parle donc d'évaluation. On ne pourrait pas faire une évaluation sans formation. Il vous a dit, enfin, donné des pistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que ce qu'il a dit n'est pas faux. Une évaluation classique, oui, on ne peut pas la faire sans formation, mais c'est qu'ici, ils ont dit évaluation diagnostique. Donc, ils ont trouvé un qualificatif qu'ils ont ajouté à l'évaluation donc, pour justifier qu'ils n'auraient pas besoin de... C'est pas juste. On fait le diagnostic pour savoir quel type d'évaluation apporter. Non, quel type de remédiation apporter. Voilà, pardon. Oui. Oui. C'est donc, en fait, c'est pourquoi il dit qu'ils ont trouvé en fait un qualificatif qu'ils ont ajouté à l'évaluation. Maintenant, ça doit se porter, l'évaluation doit porter sur quel contenu notionnel ou procédural. Ça là, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Or, s'il y avait une formation, on pourra quand même savoir que bon, c'est à peu près, c'est en pédagogie générale, ou bien c'est en didactique, ou bien c'est en psychologie. Pour voir l'état des lieux aujourd'hui. L'état des lieux ne se verra pas à travers une feuille. L'état des lieux, c'est dans les classes, il faut aller là, le faire. Et donc, quel avenir pour l'école béninoise? Je crois que, au jour d'aujourd'hui, l'école a des situations difficiles. Face donc à la pénurie criade d'enseignants, au niveau de tous les autres, que ce soit de la maternelle, du primaire, du secondaire, général, technique et professionnel, au supérieur, il y a pénurie. L'autre problème, il y a problème de formation, à tous les niveaux également. Je peux vous dire, nos collègues de l'enseignement technique, depuis plusieurs années, près de 10 ans, toutes les fois qu'on se retrouve dans les instances pour discuter, réclament formation. Et c'est des réclamations des formations très justifiées. Je prends un professeur de mécanique dans l'enseignement technique qui continue de former sur la base de moteurs à carburateur. Alors que la technologie a évolué. On est passé de moteur à carburateur au moteur à injection. On se retrouve avec les moteurs électroniques aujourd'hui. Alors que lui continue de former avec les gens
Donc, des moteurs en voie de disparition. Donc, ils réclament tous les jours de formation, mais on ne le fait pas. Le type dit ce que je fais là n'est pas adapté au niveau de la technologie. Je suis dépassé. Je suis dépassé. La réactualisation. Il faut me mettre à niveau pour que mes produits, les produits de l'école, soient compétitifs. Mais on ne le fait pas. Et ce que je peux appeler pratique technique, les matériels de travaux pratiques dans ces ateliers posent problème parce que c'est vétuste. Et il faut renouveler. Mais ça ne se fait pas. Mais tant qu'on ne le ferait pas, l'école ne peut pas émerger. L'école ne peut pas produire des apprenants, des diplômés qui seront compétitifs au plan national et au plan international. Ce n'est pas possible. C'est un coup de cœur. Je veux que vous pensiez sur cette question-là rapidement avant qu'on ne ferme l'histoire des cantines des enseignants sanctionnés, relevés de leurs fonctions pour les directeurs. Bon, il y a une cinquantaine d'enseignants dont les noms ont été cités en Conseil des ministres pour avoir détourné des vivres destinés aux cantines scolaires. Je me demande si la procédure, en fait, qui amène directement les problèmes en conseil des problèmes du genre en Conseil des ministres est la procédure normale. Parce que si les faits sont avérés, et là aussi, je pense bien il y a des institutions de notre pays qui sont habilitées à détecter s'il y a délit ou pas. Bon, lorsqu'on dit que le type a détourné, le détournement, ce n'est plus un acte ordinaire. Est-ce qu'il ne faut pas que les institutions habilitées, la justice, vous voulez dire par exemple? La justice, mais tout le monde que la police républicaine fasse les investigations pour dire oui, c'est avéré, il y a problème, avant qu'on amène les dossiers à ce niveau. Parce que le Conseil des ministres, c'est quand même le dernier niveau du pays. C'est le niveau le plus élevé pour prendre des décisions. Et ce n'est qu'après ça qu'on pourra. Parce que parmi les 50 là, il peut avoir des coupables, comme il peut avoir des innocents. Mais celui dont le nom est cité en Conseil des ministres, comme ayant volé du riz, de l'huile haricot. Mais ne perdons pas de vue que ce n'est plus sa personne physique là qui est en jeu. C'est tous ceux qui portent le même nom que lui. C'est toute sa famille, c'est tous ceux qui... Donc, est-ce qu'on ne peut pas avoir un peu plus d'élégance dans la gestion de ces genres de situations que ce que nous faisons aujourd'hui? Si les faits sont avérés, personne ne peut refuser qu'on ne punisse. On peut punir parce qu'une faute est commise. Merci à vous, Kodio Alain. Vous avez un mot pour finir cette émission? Très rapidement. Oui, ce que je pourrais dire pour finir cette émission, c'est d'appeler mes collègues, mes camarades à la mobilisation, de rester à notre écoute, que toutes les décisions que nous allons prendre, de nous accompagner, parce que nous ne prendrons des décisions que pour le bien de l'école et pour le bien de tout le peuple. Et de demander à mon ministre que nous ne lui sommes pas opposés. Nous sommes ses collaborateurs, bien que syndicalistes, nous sommes là pour l'accompagner, mais qu'il nous écoute et qu'il cherche à comprendre le bien fondé de tout ce que nous lui disons. Merci. Et que ça nous permettra d'atteindre les objectifs. Kodio Alain, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du syndicat national des enseignants et personnels administratifs du secondaire, syndicat membre de la COSI Bénin. Merci à chacun, merci à tous d'avoir été là. Edgar Nyakadia a assuré la technique. Sans langue de voix, c'est encore dimanche prochain.